Bonjour Marc. Autre clochette, bonsoir. Ah, il vient toujours avec ses cloches. Marc Menant, depuis 1998, vous animez régulièrement des émissions sur Europe 1. C'est gentil de citer les concurrents, c'est bien. Concurrents, mais non, pas concurrents, nous travaillons dans le même camp. Non, mais je veux dire, c'est un hommage à votre fair play que de donner le nom. On pourrait simplement se recevoir, et que là, en l'occurrence, vous citiez la maison qui m'accueille depuis de nombreuses années pour, avoir le même trajet que le vôtre, à savoir essayer de s'ouvrir au moins en curiosité à tout ce qui échappe au rationnel. Je trouve que, c'est d'une grande dignité. Avez-vous lu le livre de Pierre Jovanovic, Biographie de l'archange Gabriel? Oui, bien sûr, oui. Tout simplement parce qu'à la page 239, Pierre Jovanovic... On parle de moi? D'un autre ange. Non, Pierre ne parle pas de vous, quoique, il écrit « J'aurais aimé assister à la bénédiction des studios d'Europe 1 en compagnie de Jérôme Bellé ou de Jean-Marie Cavada à Radio France, ou encore ceux de la radio Saint-Gabriel avec un prêtre en grande tenue. » Jérôme Bellé, c'est votre patron? Oui, c'est le grand Manitou, et c'est un homme qui sort de l'ordinaire, de par le charisme qui est le sien, de son esprit novateur, de son audace. Il se place toujours en dehors des centres bien établis, ce qui lui a permis de créer France Info, de créer après LCI, et puis d'avoir relancé Europe 1 en étant aux commandes depuis 1997. Et c'est un personnage un peu bougon quand on le voit comme ça, on se dit pas facile d'accès, avec une stature de grizzly d'une certaine manière. Et ce personnage, lorsqu'il vous fait l'honneur de vous considérer professionnellement, vous permet de vous exprimer dans les meilleures conditions, et c'est ce qui me vaut d'une grande joie, et c'est la première fois d'ailleurs que je reste aussi longtemps que je m'enracine dans une maison. J'étais le errant des médias, je n'étais jamais resté plus de 3 ans depuis que j'exerce cette profession en 1973 où j'avais commencé RTL. Après j'ai fait toutes les radios, vraiment, sauf la vôtre, c'est pour ça que j'y suis ce soir. et toutes les télévisions. Et quelques télés. Marc Menant débute sa carrière en 1973 au service des sports de RTL. Oui. Et puis en 97, vous prenez en charge 2 émissions sur Europe 1. Une le dimanche de 10h15 à 11h. Oui, alors c'est devenu maintenant de 11h à midi, c'est des petits glissements, des aménagements de grille, mais le thème reste le même, en l'occurrence, c'est de nous ouvrir à tout ce qui pourrait être classé surnaturel, paranormal, spiritualité, essayer de ne plus vivre avec des œillères, ne plus vivre même avec les yeux bandés, et de se dire qu'il y a certainement autre chose à observer que les phénomènes du quotidien, que la consommation, et que la matière pour la matière. Vous avez écrit un livre récemment avec Jacques Mandorla qui décidément est sur tous les fronts. Merci Jacques, parce que tout au long de cette nuit, nous allons avoir beaucoup d'invités que vous nous avez emmenés. Marc Menant, vous écrivez « Mais celui qui me catapulta définitivement dans cet univers de l'étrange, c'est Jérôme Bellé, le patron d'Europe 1. » On parle encore de Jérôme Bellé, mais c'est tant mieux. Oui, mais c'est-à-dire qu'en l'occurrence... Jérôme, lorsqu'il m'a ouvert l'antenne sur Europe, au départ, c'était une émission d'été, et puis après un an de collaboration, un jour dans une conversation, il me dit « Dis donc, est-ce que ça t'intéresse, toi, tout ce qui est bizarre ?» Moi, je dis du moment que je suis à l'antenne, parce que c'est vrai que ce qui me porte avant tout, c'est le bonheur d'être sur les ondes, d'aller d'un sujet à l'autre, et c'est pourquoi je n'avais jamais été aussi longtemps inscrit dans une thématique. À la télévision, j'avais inventé le commentaire dans l'action, en créant le magazine de l'aventure. J'avais fait des émissions culturelles avec Frédéric Rossif, j'ai fait des émissions qui m'ont valu une certaine popularité comme les jeux de 20 heures. Je n'ai pas arrêté comme ça d'aller d'un monde à l'autre. Je me souviens de vous dans une voiture automobile pendant les 24 heures du Mans. Oui, j'ai couru 2 fois les 24 heures du Mans. J'ai été le premier journaliste à mettre une caméra en course et à raconter ce qui se passait dans sa tête à 350 à l'heure, non pas comme passager, parce qu'il n'y a pas de passager aux 24 heures du Mans, mais en tant que pilote, et il a fallu que je me prépare. C'était un rêve de gamin et c'est merveilleux de pouvoir réaliser des rêves de gosse. Et c'était la première fois qu'il y avait dans une course internationale quelqu'un qui témoignait de ses émotions. Alors depuis, la technique a énormément progressé et aujourd'hui c'est devenu courant, et à l'époque c'était d'une grande originalité, c'était une innovation, et j'ai utilisé la formule dans nombre de domaines, puisque j'ai fait les championnats du monde de bobsleigh où j'étais engagé comme remplaçant de l'équipe de France afin de pouvoir faire les descentes d'entraînement et raconter ce qui se passait dans ma tête. J'ai sauté de 2000 mètres en deltaplane. Enfin, j'ai
fait les trucs les plus tordus. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai terminé les 24 heures du Mans, enfin, j'avais participé aux 24 heures du Mans, on avait abandonné au bout de 12 heures de course. Le lendemain, je prenais l'avion pour que le lundi matin, on se jette à l'eau et faire la descente du verre d'eau à la nage. C'est pour vous dire cette vie intense qu'était la mienne et le bonheur de se découvrir, parce que c'était presque sans le savoir déjà une ouverture sur la spiritualité, car dans l'extrême, on ne peut pas se mentir, on est obligé de faire attention à ce qui se passe en nous, à écouter les voix intérieures, même si on ne les appelle pas voix intérieures, à développer une forme d'intuition, et là, si on se bluffe, eh bien c'est sa vie qu'on met en cause. En vous écoutant, je pense à quelqu'un qui a disparu, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit. Je pense à Philippe de Dieu-le-Veut, qui lui aussi vivait l'extrême. Nicolas Hulot, qui lui aussi vit souvent l'extrême. Oui, Nicolas a pris ma succession quand j'ai démissionné de TF1. Et il a été le premier à reprendre cette formule du commentaire dans l'action. Voilà, et je trouve que c'est bien, parce que quand on initie un genre, la pire des choses qui puissent se faire, c'est que personne ne reprenne le flambeau. À ce moment-là, c'est considéré que l'on s'était trompé, qu'on n'avait pas véritablement ouvert une voie. En revanche, que d'autres soient dans cette logique d'un journalisme qui ne soit plus un journalisme passif, un journalisme de témoignage, mais un journalisme engagé, je trouve que c'est formidable. Et ça a été la démarche pour ce livre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque plusieurs éditeurs m'avaient contacté pour écrire un ouvrage, moi j'étais totalement hostile, parce que je partais du principe que m'exprimant déjà sur les ondes, c'était une bonne chose, et que j'allais pas redoubler ma classe en faisant un livre, un produit. Et puis, lorsque j'ai envisagé que c'était recevable, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'était de se dire, et si je me mettais moi aussi dans l'action, comme je le faisais au moment de l'aventure, et de raconter ce que l'on pouvait connaître dans une aventure spirituelle. Se passait-il des phénomènes tels que ceux rapportés par les invités que j'avais dans les émissions? Et c'est comme ça que j'ai demandé à Jacques de s'associer à cette aventure, parce que je pouvais pas le faire seul. Il n'était pas question de se retrouver, non pas otage, mais dans une situation dans laquelle, en étant immergé dans des états modifiés de conscience, il n'y ait pas un tiers crédible, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui vienne apporter sa caution, non pas parce que ma parole était à mettre en cause, mais pour être l'observateur, celui qui pouvait en quelque sorte être l'expert huissier des situations dans lesquelles j'allais m'immerger. Et je trouvais que Jacques, de par son passé, était le garant. Et puis après, il y avait aussi, très, très sincèrement, une fois qu'on a les cassettes, c'est pas tout, il fallait retirer toute la matière première, moi ça m'ennuyait, et Jacques a eu cette humilité, c'est-à-dire qu'il a pris toute la matière première pour que je puisse après patiner, et ça, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est lui-même écrivain, il a publié de nombreux ouvrages, et qui accepte à un moment donné, non pas d'être dans un système de négritude, mais d'être dans un système de collaboration, où on dit, bah voilà, éventuellement, je serai pas pour une fois celui qui porte la plume, mais je suis celui qui va aider à faire jaillir la plume, c'est-à-dire celui qui va tirer la matière première, et imaginez, Jacques, quand il se retrouvait avec une cassette de 2 heures, il faut la coucher sur le papier, et puis après, se dire, bon bah ça c'est essentiel, et c'est de cette matière première, après, que j'ai pu travailler le style, entre Jacques Mandorla qui lève la main comme à l'école. À l'école, oui. Je voulais dire qu'il s'agit bien de cassettes vidéo, c'est-à-dire que j'ai filmé toutes les expériences, Marc étant le cobaye finalement, pour 13 expériences dans ce livre, donc j'ai vécu le surnaturel. Rien que le titre déjà exprime l'ensemble du projet. J'ai vécu le surnaturel. Il s'est mis au milieu de l'action comme il le faisait dans les 24 heures du Mans, donc dans plein d'expériences, dialogue avec les morts, chakra, aura, enfin on en parlera tout à l'heure. Et moi j'ai filmé, donc on a les traces concrètes, on a les preuves, puisque j'étais l'huissier expert qui constate. Et ensuite on a décodé tout ça avec Marc, et puis il a réanalysé ce qu'il voyait sur l'écran, puisque il y a certaines réactions. Il se passait toujours quelque chose. Dans chaque chapitre, chaque thème, il s'est passé quelque chose d'étonnant. On n'en parlera pas de tout, parce que le but n'est pas de déchiffrer complètement le livre de Marc Menant. C'est aussi l'envie aux auditeurs de découvrir ce livre. Mais il commence, Marc, vous commencez très fort en disant... en écrivant plus exactement, des études d'officier de la marine marchande et une passion pour les mathématiques ont façonné mon esprit au raisonnement logique. Mon rejet, que dis-je, mon mépris pour l'irrationnel n'était que l'expression inconsciente d'une arrogance intellectuelle. Oui, bien sûr, parce qu'on est formaté. Vous avez parlé d'humilité tout à l'heure. Et en même temps, l'humilité, qui est tellement important, c'est aussi l'honnêteté.
Oui, mais l'humilité, c'est savoir reconnaître qu'à un moment, on était dans une non-recevabilité d'informations ou de connaissances qui ne nous avaient pas été présentées. C'est-à-dire que quand vous suivez vos études, normalement, moi, ma famille, en plus, on était plutôt du côté bouffeur de curé, hein, c'était l'école laïque, c'était fin des années 50, début des années 60, et il y avait encore des fortes barrières entre ces mondes-là, et l'éducation que je recevais était une éducation ouverte sur la liberté, et tout ce qui était du monde de la spiritualité sentait fortement l'Église, et l'Église c'était une forme d'obscurantisme, c'était le curé en soutane, c'était le Dieu punisseur, etc., etc. Et il se trouve en plus qu'au fond de mes tripes, très tôt, moi je me suis senti très libertin, je me suis senti appelé par un désir d'expression sensuelle, et j'arrivais pas à comprendre du peu qui me venait du monde de l'Église, cet interdit phénoménal qui, à mon sens, ne pouvait que conduire à un mal-être, à savoir la condamnation de la sexualité. Et ça, c'était épouvantable pour moi. Donc c'était un rejet a priori qui me faisait, rien que pour cette raison, ignorer ce monde de la religion. C'est le premier point. Et puis l'arrogance de la connaissance, oui, parce que ça remonte à la Renaissance, où un jour, les hommes se sont dit qu'il y en avait assez d'être sous le joug de la tradition, qu'il y en avait assez d'être sous le joug de la superstition, la religion alimentant la superstition d'une certaine façon. On n'allait pas à l'église pour rencontrer Dieu, on allait à l'église pour avoir la protection de Dieu. C'est terrible. On était des quémandeux de bonheur sans se poser des questions sur ce que l'on est véritablement. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'évolution aujourd'hui de ceux qui s'intéressent à la spiritualité dans le sens le plus noble du terme, c'est que l'on découvre qu'en réalité, Dieu, il est en nous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller le chercher, mais il y a une part, une sorte de noyau vital qui se situe dans notre psyché, et que c'est ça qu'il faille activer, c'est comment vivre de façon la plus rayonnante, d'être soi-même une lumière, et plus on s'approche du phare, plus on participe à la réalisation de Dieu. C'est ça qui me paraît fondamental. Et surtout, ne pas entrer dans les églises en tant que telles. Le temple est destructeur parce que le temple est enfermement. Alors moi, j'étais dans l'enfermement de la science, oui, des études d'officier à marine marchande. Le week-end, je n'avais pas d'argent. Alors je faisais quoi le week-end, comme je pouvais pas aller séduire les jeunes filles qui m'attisaient à chaque fois que je les croisais sur le trottoir? Eh bien, je m'enfermais avec mon crayon, mon papier, et j'essayais de trouver les solutions à la conjecture de Fermat qui est A puissance n plus B puissance n sera toujours différent de C puissance n, quel que soit n, sauf dans les cas de la puissance 2. Vous avez tout compris? J'ai presque envie de dire. Mais non, mais ça a tenu les mathématiciens pendant 2 siècles et demi. Voilà, et la solution n'a été trouvée qu'en 1995 par un Anglais. L'anglais Wise. Là, oui. Voilà. On voit Jacques, il est à l'affût de presque envie de dire, cher frère Marc Menant, merci de prêcher comme vous le faites. Il y a une phrase de Christian Bobin qui me revient à l'esprit en vous entendant, à l'esprit, la spiritualité. Christian Bobin qui écrit « Seul dans les églises, les bougies prient ». Oui, c'est joli, oui. Très belle phrase. Oui, c'est une très belle phrase, oui. Alors vous rencontrez Jacques Mandorla il y a déjà quelques années, et puis en même temps Jacques Mandorla a été pendant 6 ans aux côtés du professeur Yves Rocard, qui lui a dit quelque temps avant sa mort en 1992 « Jeune homme, dans la vie l'important est d'être passionné, et peu importe alors les sentiers de traverse qu'il faille emprunter, l'essentiel, la découverte ». Le ton est donné dans le livre. Absolument, et le professeur Rocard résumait bien son propre parcours personnel en disant ça, puisque très grand scientifique, spécialiste des ondes électromagnétiques en France, professeur pendant 40 ans à Normale Sup Physique, rue d'Ulm, donc les meilleurs physiciens français, eh bien lui a pris des chemins de traverse et il a trouvé d'excellentes choses sur les sourciers, sur le pendule, et ça c'est la démarche qui nous a guidés, Marc et moi, pour ce livre J'ai vécu le surnaturel, où ça a été sans arrêt par des chemins de traverse, des expériences inédites, je crois totalement inédites. Celles-là, on connaît très peu de gens qui les ont faites en eux-mêmes et qui en sont revenus, je dirais, Marc. Simplement, oui, pour insister sur... S'il y a des individus qui sont passés d'une expérimentation à l'autre, ils ont gardé ça dans leur intime et personne n'en a eu connaissance. Disons que c'est la première fois que un journaliste accepte de se mettre à nu, de risquer une exposition de son tréfonds pour essayer de témoigner de ce qui peut se passer lorsque l'on échappe au rite et au rythme de la vie
et du quotidien. Et d'entrer donc dans ces profondeurs, ça signifie ne plus avoir de pudeur. Mais ça va très très bien parce que moi je suis persuadé que la pudeur, c'est un internement et que l'impudeur est la voie de la liberté. On n'a rien à cacher. Si on vit grand, si on vit beau, pourquoi avoir des zones d'ombre? Ça, quand vous rencontrez des gens qui disent dans une histoire d'amour, il faut toujours garder un jardin secret. Pourquoi un jardin secret? Ça signifierait qu'il y ait de belles fleurs que j'offre pas à l'être aimé. Mais au contraire, s'il y a un jardin secret, c'est là que je cultive le plus intime, le plus lumineux, et ça, c'est ce rayonnement-là, je le dois aux autres. Être dans la lumière, ça n'est pas toujours facile. Il y a quelques semaines, dans une émission, une nuit, j'ai dit aux auditeurs quelque chose que j'avais gardé, que j'avais pas négativisé, mais qui ne me semblait pas important. Et encore, j'ai dit, oui, j'ai vécu 2 NDE. Bon, là, chacun a aussi sa façon de vivre. Aucune NDE ne ressemble à une autre NDE. Et ça m'a valu beaucoup d'appels, comme si j'étais un E.T., un extraterrestre. Ça n'a rien changé. Simplement, peut-être, l'envie de communiquer un peu plus. Parce qu'on ne revient pas complètement habituel. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est l'émotion que ça a ancrée en vous, qui vous vaut sans doute aujourd'hui une sorte de modification, même si elle n'est pas totalement consciente, de ce potentiel de raisonnement qui est le vôtre, et vous êtes sans doute de lucioles, enfin de petites flamèches, vous êtes un peu plus phare, sans doute. Là où il faut se défier, je pense, c'est d'interpréter ce que l'on a vécu. Trop facilement, on se dit, bah voilà, vous, les NDE, alors j'étais pas à votre écoute ce jour-là, je sais pas ce que vous en avez rapporté, mais se dire, bah, je suis persuadé maintenant qu'il y a un autre monde, j'ai vu la grande lumière. Alors moi, j'ai vu la grande lumière en faisant des respirations holotropiques, c'était quelque chose de merveilleux, d'inimaginable, c'était l'une des expériences les plus marquantes de ce reportage mené. Il y en a 13 au total, alors je sais pas, c'est le hasard qui nous a conduit à 13. Chiffre porte-bonheur. Hein. Le hasard n'existe pas, Marc Menon, vous le savez bien. Bon, peut-être forcer un peu. De temps en temps, pourquoi pas. Toujours est-il donc, ça a été une expérience extrêmement forte et on pourrait y trouver des analogies avec la NDE. Quand une personne se retrouve dans cet état de projection, le tunnel, la lumière, qu'il a la sensation pour certains de découvrir ou de redécouvrir des êtres aimés qui lui parlent, des entités, etc., etc., je dis défions-nous, parce que si les autres univers existent, ils sont sans doute totalement différents de nos vibrations, et lorsque l'on a des perceptions qui sont comme des projections anthropomorphistes, ce sont peut-être que des métaphores. La Bible, elle est écrite avec des images en quelque sorte. Alors peut-être que lorsque l'on est dans un vécu comme ça, on a des représentations symboliques qui nous viennent, ne les vivons pas au premier degré. Que la vie se poursuive après l'existence terrestre, sans doute, mais que l'on soit persuadé que l'on va retrouver les êtres que l'on a connus, on n'en sait rien. Que devient une âme? Est-ce qu'une âme ne va pas s'agréger à d'autres âmes pour faire une âme plus grande, etc.? Est-ce que l'on n'est pas parcelle divine pour reconstituer après je voulais pas utiliser le mot expérience, mais reprenons-le quand même, des expériences terrestres, et puis que de là, on reforme le grand Dieu initial, celui qui se serait éparpillé en des milliards de particules pour essayer de comprendre ce qui était la logique, parce que quand on est le grand créateur, imaginez la solitude. Si on est seul, on est là, et on se dit, j'existe, je suis Dieu, je suis la lumière. Pour éclairer quoi? Et est-ce que je peux me retrouver, puisqu'il n'y a même pas un effet de miroir, je suis seul face à moi. Il va falloir que je m'éparpille, que je me brise, que je sois dans cette situation de l'éclatement pour essayer de comprendre si j'existe et pourquoi j'existe. Donc nous sommes les interrogations de Dieu d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant toujours dans ces expériences vécues, là, dans la respiration holotropique en particulier, à un moment j'ai eu la sensation de cet éparpillement, de cet éclatement. C'est-à-dire qu'on est dans une hyperventilation et puis on coupe cette respiration et moi à ce moment-là, mon cerveau s'est fracassé. Et j'ai vraiment eu la sensation de me désintégrer. Et j'ai fait un effort considérable pour essayer de faire en sorte que les atomes, tout ce qui me constitue, puissent, alors que c'était comme un effet Big Bang, puissent revenir dans un Big Crunch, que je me recompose. Alors c'est intéressant, mais est-ce que Dieu n'est pas dans cette situation-là? N'est-il pas au départ dans cette force phénoménale? Il est là, il est
tout ce qui pourrait appeler à la création, et pour autant, il n'est rien puisqu'il n'y a pas eu de création. Alors il lui faut partir dans cette décomposition pour mieux se recomposer. Et peut-être que chacune de nos expériences de vie lui permet ensuite de se resynthétiser. Merci mon cher Jacques. Je vous en prie. Mais les singes butent comme ça. Peut-être que je suis pas encore assez purifié dans ma tête, ouais. Encore un petit effort. Allez. Et bon, mais n'allons pas tout de suite dans la conclusion. Moi, je trouve formidable que vous disiez j'ai vécu une NDE, mais de là à dire j'ai la preuve tangible maintenant qu'il y a un au-delà qui nous attend et que cet au-delà est de cette façon orchestrée, là je dis que ce serait une hérésie. Vous voyez, justement, je n'ai rien dit. C'est ça qui est intéressant. J'ai vécu, point barre. Point, voilà. Après, ce qui est à moi est à moi. Oui, puis mais même c'est se défier de ce qui par rapport à soi, si l'on a tout de suite une certitude, une conclusion, et c'est là où la démarche scientifique est intéressante. Théoriquement, le bon scientifique est celui qui constate des phénomènes, qui essaie d'élaborer une théorie, mais qui reste théoriquement toujours dans la fragilité de ce qu'il a construit et de se dire peut-être que je me suis trompé. Et dans l'humilité aussi. Voilà, c'est ça l'humilité. Donc on ne peut pas avoir de conclusion. Tant qu'on est homme, on ne peut pas avoir de conclusion. Vous abordez à travers ce livre différentes expériences, 13 en tout. La respiration holotropique, vous parlez de Stanislas Grof, que nous aurons prochainement à l'antenne, sur Ici et Maintenant. Mais il y a deux parties du livre. Il y a le dialogue avec les morts, et puis j'en parlerai un peu plus tard, une expérience que vous avez vécue avec Marie-Christine Reculard, que nous avons reçue il y a pas très longtemps. Mais je vous laisse le choix, puisque c'est votre livre, c'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui êtes avec Jacques Mandorla dans cette émission Plus près des étoiles. Je vous laisse le choix de pouvoir dire aux auditeurs ce qui vous a le plus surpris dans ces expériences que vous avez vécues. Alors là, je reviens sur ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir les respirations holotropiques. C'est d'une grande densité, c'était étrange parce qu'il y avait cette fascination de la grande lumière, la sensation de voler, et puis après d'être rejoint par une femme que j'ai vénérée, qui était pour moi une déesse d'amour, et nous étions tous les deux allés vers cette lumière, et avec la sensation vraiment d'échapper à la gravitation, et on se fondait l'un dans l'autre, on était nus, et à un moment donné, elle me disait, viens t'allonger face à cette lumière, donc bien au-dessus de la couche nuageuse, offre-toi à l'univers, comme je dirais, une Vénus peut s'offrir à ceux qui viennent communier à son corps, et j'ai eu l'étrange sensation d'être à la fois un sexe féminin et un sexe masculin. C'est-à-dire que j'étais dans une extase mystique qui était une composition sexuelle et sensuelle. Et pour moi, c'était formidable parce que ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, à savoir cette idée de la luxure qui, à mon sens, peut être bénédiction divine et qui est pourtant autant décriée par les religions monothéistes, eh bien soudain prenait une teneur qui venait me renforcer dans ma conviction que c'est par l'épanouissement sexuel qu'un jour l'homme pourra entrer ou rejoindre la divinité. Et ça, c'était formidable. Alors je raconte comment à un moment je suis dans une sarabande d'essence inimaginable, comment je suis dans une indécence qui ne me gêne pas du tout, dans une communion, dans une fusion avec cette femme. Et alors ce qui est inimaginable aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que de mes mains s'échappait un fluide magnétique d'une densité, d'une intensité phénoménale. Tant et si bien qu'à un moment, j'ai tellement chaud, parce qu'on a un duvet qui nous est posé sur nous, car certains vivent d'autres expériences, et ce sont les froideurs qui viennent briser leur corps. Et là, ça m'était insupportable, je dégoulinais de sueur, j'étais dans une situation priapique, et je voulais enlever le duvet. Et je n'y arrivais pas parce que cette force magnétique qui s'échappait de mes mains et qui était une force d'amour, parce que j'avais toujours la voix de cette femme adulée qui me disait aime, donne-toi. Donc comme si j'étais une Vénus avec des communions à mon corps. Imaginez la femme, puisque je vous dis j'étais à la fois femme et homme, androgyne, mais dans
dans cet émerveillement d'une sensualité purifiée, où tout le monde pouvait venir à mon corps profiter de ces élans, de ces radiations positives, qui sont ces radiations sans aucune connotation morale. Et alors ça partait, c'était diffusé, c'était soyez heureux, communiez et entrez dans la béatitude, dans la félicité. Et alors ce qui est inimaginable, c'est qu'il a fallu que je fasse un effort époustouflant pour arriver à sortir une énergie qui aille contre ce flux qui m'échappait, enlever le duvet, et puis bon, après ça se prolonge. Mais ce qui est étonnant, et je vais pas tout raconter, mais c'est qu'à la fin de l'expérience, les gens qui participaient à la séance, puisqu'il y avait 9 autres couples, c'est par association de 2 personnes que ça se fait, ce ne sont pas des couples légitimes, ce sont des gens qui viennent et on forme les couples le matin, eh bien la séance a été relativement calme, alors que parfois il y a presque des scènes que l'on pourrait apparenter, vues de l'extérieur, à de la démence, des gens qui font remonter des traumatismes tellement profonds et destructeurs, qui vont se taper la tête contre les murs, enfin bon, et là faut les ceinturer. Et là c'est une séance relativement calme, et tous ont témoigné, et ça m'a vraiment très très surpris, tous ont témoigné avoir ressenti une force d'amour. Et c'était moi, ça, ce que je dégageais. Vous avez parlé d'extase mystique, c'est tellement plus fort que l'orgasme. C'est-à-dire que, sauf que là, je découvrais que l'orgasme, vécu dans sa plénitude, était tout à fait digne de cette extase mystique, c'est-à-dire que les deux se rejoignaient. Et je pense, pour avoir vécu des situations semblables avec cette femme adulée, c'est qu'effectivement, quand on est en dehors de l'accaparement de l'autre, que l'on est dans l'offrande totale de soi, c'est-à-dire que l'amour, lorsque l'on oublie les tabous, l'acte sensuel, c'est celui qui vous met totalement au diapason corps, âme, esprit, et c'est là où vous avez le fracas qui est un véritable Big Bang. Et qu'est-ce que le Big Bang si ce n'est la création du monde? D'où l'hérésie quand on dit l'extase c'est la petite mort. Non, merde, l'extase c'est la naissance du monde. Je souris mais c'est de bonheur, parce que venant de rationnel que vous étiez, en découvrant et en vivant ces expériences, vous vous êtes aperçu, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des sphères que vous n'aviez pas explorées. Ça vous a permis d'avancer, Marc Menant, avec Jacques Mandorla? Oui, mais on n'a pas vécu la sensualité ensemble. Non, pas encore. Alors une autre expérience, moi une qui m'a frappé, c'était la voyance avec les boules de cristal qui nous a conduit à un exorcisme. Avec le père Michel. Avec le père dit Michel, oui. C'est son surnom. Non pas la mère, mais le père. Le père Michel, ouais. Ou à moins que ce soit la mère, mais non, la mère, L''A''M''E', mais c'est un homme trop joyeux pour être la mère. Ah oui, étonnant ce père Michel. C'est un homme étonnant, défroqué, qui a quitté l'église, qui est marié. Alors lui, il dit ne pas avoir quitté l'église. Oui. Il dit qu'il a été ordonné par un prêtre qui, lui, s'était mis en situation de schisme avec l'église, qui était un évêque vietnamien. Et en l'écoutant, il semblerait que ce prêtre n'ait pas été totalement rejeté par l'église, que l'on ait accepté qu'il ait sa propre communauté. Alors ça, on n'a pas pu le vérifier, puis c'était pas le but. Le cardinal Tuc, qui est mort depuis très longtemps, donc on n'a pas pu avoir de précision et de confirmation de l'information. Alors ce père Michel, qui vit dans le département de l'Aveyron, il me semble. Oui, à Figeac. Un endroit où on mange bien. Oui, c'est le Lot, non? Ah oui. Non, c'est quoi? Figeac, ça doit être dans le Lot. Le Lot. Enfin, quoique on n'est pas très loin. La ville natale de Champollion, oui, Figeac. Ouais. Tiens, comme par hasard. Alors il vit sur les hauteurs, dans une ancienne ferme, tout seul avec sa femme et ses 2 enfants. Donc retiré, on va dire, des habitants de la ville de Figeac, assez loin, quoi. Donc cet homme vous reçoit très bien, parce que là-bas c'est la région, le sud-ouest où on mange bien. Vous êtes un peu surpris d'ailleurs. Ben oui, parce que alors Jacques est un peu plus de la table que moi, mais il fait quand même attention. Oui, moi j'ai apprécié le foie gras et le confit. Marc est un sportif et un ascète, donc il a pris plus de salade. Oui, c'est vrai, mais je crois aussi que pour entrer dans les voies de la spiritualité, il faut se couper de ces mauvaises habitudes qui sont des habitudes de compensation. Je pense que naturellement, pour entrer dans les vibrations suprêmes, il faut faire attention à sa chair. Et que cette chair, il ne faut pas l'engorger. Et c'est vrai que moi, je mange pas énormément. Je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Tu ne bois que de l'eau? Je ne bois que de l'eau. Que de l'eau. Et jamais une goutte d'autre chose, si du thé, mais voilà. Et à mon sens, c'est primordial pour entrer dans la connaissance de soi. D'ailleurs, tous les textes, quels qu'ils soient, et de toutes les religions, font souvent l'apologie du jeûne et de cette
façon de reconnaître à la chair un droit à la respectabilité. Et je pense qu'en faisant attention à soi, on va s'ouvrir à l'esprit. Que si on est comme lesté par une chair parce qu'on mange trop, puis regardez, mais moi il y a des choses qui m'offusquent. C'est-à-dire que le foie de canard, il m'est arrivé d'en manger, je me souviens la première fois que j'en ai mangé parce que je m'étais toujours obstiné à dire non, et puis j'étais dans un avion et j'avais faim, il y avait 15 heures de vol, et bon, j'ai dit allez, je vais manger le foie gras. Je me suis dit mais comment se fait-il que l'on fasse une telle apologie de ce qu'il a. Ça m'a paru, bon, c'était pas mauvais, mais enfin, de là, on parlait du matin au soir, c'est comme un bon vin, moi je veux bien, mais enfin, il y a des choses quand même beaucoup plus fortes à vivre, et heureusement. En plus, on est dans l'artifice, c'est-à-dire que là, on gave des animaux, on les pénalise de l'existence. Comment peut-on à la fois envisager d'être dans un rayonnement personnel et de faire que des animaux soient dans c'est un foie malade. La destruction, mais complètement. C'est un foie malade. Alors je dis non. Et de la même façon, quand on encense le vin, la vigne, etc., alors ça signifierait que les premiers hommes, ils ont quand même été pendant des milliers d'années à pas connaître, voire des millions d'années à pas connaître le pinard. Alors on pouvait pas être heureux sans connaître le pinard. Allons donc, soyons sérieux. Donc je crois que oui, la force de l'esprit, oui, la force du corps, tout ça se coordonne, mais qu'il faut faire attention pour arriver à ce rayonnement suprême et d'abord prendre soin de ce que l'on est. Donc j'écarte plutôt, le plutôt est un euphémisme, les acceptables, je fais attention, et croyez-moi, quand vous venez de courir 11 kilomètres, que vous mangez une pomme, eh bien on comprend que Ève se soit laissée tenter, car la pomme c'est véritablement très très bon. Et elle ne courait pas 11 kilomètres. C'est tellement meilleur, et pour le palais, et pour les gencives. Bien sûr. Quoique encore, il n'est pas si facile de trouver des bonnes pommes. Il y a Luce Grimaud que vous rencontrez juste avant le père Michel. Alors c'est une dame qui dit, voilà, un jour j'entends parler d'elle par un chercheur du CNRS, qui bien sûr reste dans l'anonymat car les travaux qu'il mène sur les mondes parallèles ne seraient pas bien vus et lui couperait quelques crédits, donc il y a ce qu'il fait officiellement et les heures de loisirs qui sont les siennes pour une curiosité plus large, et j'entre en contact avec elle. Et je lui dis, alors paraît-il que vous filmez des images dans une boule de cristal et que ces images sont le reflet de ce qu'il y a en nous, et puis pourquoi pas aussi, à ce que vous affirmez, des projections sur l'avenir. Mais oui, me dit-elle, je vous assure que c'est comme ça. Je dis, très bien, mais sachez une chose, c'est que moi, j'ai déjà tenté des expériences, ça ne réussit pas aussi bien que les tenants l'affirment. Accepteriez-vous que je me présente à vous? Elle me dit chiche. Alors je dis, chiche. Et alors le bon Jacques, je le mobilise aussitôt, je dis, ça y est, on a un filet, on y va. Et on descend à Toulouse, donc enfin dans la banlieue de Toulouse. Et voilà, et donc on rencontre Luce Grimaud, qui était là chez une amie. Et donc l'expérience est intéressante puisque donc elle a une boule de cristal qu'elle a trouvée chez un antiquaire, une brocante, voilà. Et donc elle filme en cercle. Elle fait 360 degrés autour de Marc qui avait la boule de cristal posée devant son plexus solaire. Il y a deux boules, Il y a deux boules, oui. Il y en a une avec des prismes, des tout petits prismes. Et une lisse, totalement. Et une lisse. Et elles sont tangentes, elles se touchent les deux, oui. Et elles sont donc dans l'axe de son plexus solaire, Marc, assis à une table, voilà. Et donc elle fait un panoramique de 360 degrés, et ensuite elle projette ses images, et là, elle décortique en notre présence ce qu'on lit sur cette boule. Donc il y a des ombres, des lumières, et des choses apparaissent, Marc. Voilà, alors c'est étrange parce qu'on pourrait penser à ces jeux de nuages, vous savez, le jour où le ciel se gorge. Et alors, on peut y voir des images. Alors, pour elle, c'est flagrant. Soudain, elle dit, vous voyez, là, il y a un visage. Moi, je vois pas spécialement un visage. Je peux voir une esquisse. Je peux voir un mauvais peintre de Montmartre. Oui, il y en a. Mais rien de flagrant. Et là, elle me dit, mais vous pouvez pas me dire, vous ne reconnaissez pas? Non, je reconnais pas. Et puis, il y a des moments, enfin, on peut demander à Jacques ce qu'il perçoit lui aussi. On l'interprète pas de la même façon, d'ailleurs. Voilà. C'est donc très, très subjectif, tout ça. Mais il y a pour autant, enfin, moi, ça m'a semblé patent, des endroits où on a une inscription qui paraît relativement claire. Voilà, des lettres ou des chiffres. Des lettres ou des chiffres, oui. Ouais. Et à un moment donné, entre autres, sans avoir à forcer, elle dit, est-ce que vous voyez, là, il y a quand même 4 chiffres. Et moi, je dis, 1957. Jacques regarde, il voit 1957. C'était très clair, là. Voilà, bon. Alors, elle me dit, ça correspond à quelque chose, c'est votre date de naissance. Je dis, non, c'est pas ma date de naissance. Quelqu'un de votre famille, non. Quelqu'un que vous avez aimé, non. Jacques, ça correspond pas non plus. Il est né en 1912, donc... aucune chance que ça tombe pile. Même ses enfants, arrière-petits-enfants, vous voyez, on n'arrive pas à 1957. Cette date ne disait rien à personne.
Elle ne disait rien dans l'instant. Dans l'instant. Alors, on va la laisser en suspens pendant quelques instants, et puis on continue. Donc, non, rien. Excusez-moi ma chère Luce, mais 1900... Gardez ça dans votre tête, vous verrez. Bon, je peux garder ça dans ma tête, mais bon. Et alors, on note encore quelques signes, pas énormément. Et puis à un moment donné... Mais beaucoup d'images sombres en disant que quelqu'un te jetait un sort, enfin te jalouser. Oui, alors à un moment donné, on voit, je sais pas... D'où le fait d'aller voir le père Michel. Voilà, on voit une lettre avec une flèche. Elle dit, voyez, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, la flèche, ce sont les travaux qu'on fait sur vous. Je dis, écoutez, mais comment peut-on faire des travaux sur moi? Je suis persuadé que quand on est dans le désir de grandissement, qu'on fait attention de nuire à personne, les forces du bien sont protection en elles-mêmes. Alors moi, je suis pas un saint, mais j'essaie d'avoir une démarche qui est celle de la respectabilité à autrui, et par conséquent, même si quelqu'un cherche à me nuire, ça ne peut pas m'atteindre. Et puis poussons les choses à l'extrême, ma chère Luce. Si effectivement toute personne qui a une position, et la mienne c'est quand même pas celle de la star hollywoodienne, une position un peu enviable, aussitôt il suffit de faire appel à un sorcier par jalousie pour détruire, il n'y aurait jamais une personne qui se serait fait connaître, il n'y aurait jamais eu un grand président, un grand chanteur, un grand comédien, un grand écrivain, enfin toutes les personnes de notoriété se seraient effondrées d'elles-mêmes, sans parler ceux qui ont pignon sur rue et qui sont jalousés par leurs voisins. Donc c'est une sorte d'hérésie qui est pour moi irrecevable. Vous avez tort, les pratiques de sorcellerie se généralisent de plus en plus, je dis peut-être, on peut voir dans les peuples traditionnels des pratiques de sorcellerie, c'est vrai, je me souviens entre autres d'avoir reçu Jacques-Baptiste Vimino parlant de la malédiction de l'os à propos des aborigènes d'Australie. On a vu, alors la malédiction de l'os, le matin vous surprenez votre ennemi et la personne, vous faites en sorte qu'elle vous voie, et à ce moment-là, dans les 3 jours, elle meurt. C'est la tradition. Et en 1986, l'une de ces tribus qui était en contact depuis peu de temps avec les Blancs, et sous observation d'ethnologues qui étaient très ouverts à ces rites ancestraux, un des personnages se retrouve victime de la malédiction de l'os. Et il se couche dans les heures qui viennent, et on le transporte à l'hôpital. Et là, on le met sous perfusion, enfin tous les moyens de la pharmacopée moderne et de la médecine d'aujourd'hui pour essayer de le sortir. Au bout de 3 jours, il meurt. Et à l'autopsie, il n'y a rien qui puisse justifier son décès. Alors bon, en soi c'est troublant, mais ça montre aussi c'est la force de persuasion de nos croyances, et c'est moi ça que je retiens. Alors si vous êtes là à vous dire la sorcellerie existe, que vous interprétez telle petite emmerde parce qu'elle a tendance à se répéter à une période de votre vie, et quand vous êtes dans les idées noires, eh bien vous ne faites qu'encourager le destin à vous nuire, parce que de toute façon vous ne retenez que les éléments négatifs, vous êtes dans un processus qui va vous conduire à dire mais je suis ensorcelé. Mais donc ça je n'y crois pas. Alors je réfute ces affirmations de Lise Grimaud qui pourtant insiste, etc. On oublie cette lettre avec la petite flèche, et puis on arrive à une autre lettre à un moment donné, c'est la lettre C. Alors là, je suis dans les vibrations les plus extrêmes, car il se trouve que la lettre C correspond à l'initiale du prénom de la femme vénérée pendant 6 ans avec laquelle j'ai été, disons, extraterrestre, c'est-à-dire que j'ai échappé à toutes les lois de la gravitation, et j'espère qu'elle aussi, apparemment oui, c'est ce qui semblait être le cas. Puis un jour elle a voulu un enfant, moi je ne voulais pas d'enfant, bref il y a eu séparation, des années de meurtrissure pour moi, etc. T'en es sorti, ça va maintenant. Ah ça va. Bah, ça fait penser, je suis disponible, on peut partir tous les deux. Après l'émission. Ça fait penser à la chanson de Nougaro, elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Oui mais lui il l'a fait, si on en croit la chanson, tandis que moi je ne l'ai pas fait. Et donc cette lettre C était très apparente sur l'écran, c'est vrai. Voilà, et alors... Très nettement dessinée. Et en même temps la lettre C c'est Cécile. Ah, oui, oui, mais là c'était pas Cécile. On peut dire, c'est pas grave. On peut dire c'était Caroline. Bref. Et le C se referme, et avec alors là aussi une flèche, mais une flèche qui part vers l'avenir. Et dit regardez cette femme, la lettre C, est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous? Cette connerie, oui. Mais ça elle ne le savait pas. Mais moi je peux pas cacher, je ne feins pas. Je dis oui, c'est la femme aimée. Bon. Eh ben, elle me dit, regardez, c'est formidable parce que la boucle du C, elle n'est pas tout à fait normale, elle repart comme ça, c'est un C d'ouverture, et avec cette flèche, et je peux vous assurer que cette femme va revenir. Dans quel état je suis, hein? Je ne tenais plus, il devenait fou, là. L'espoir, vous la recherchez souvent, et plusieurs personnes
avec qui vous pratiquez des expériences vous en parlent de cette femme. Oui, parce qu'elle a marqué mon tréfonds. Je pense mais aujourd'hui, heureusement, je vis sans elle, même si je vis pas toujours aussi bien que quand je vivais sous ses auspices. Mais surtout, qu'en travaillant sur moi, j'ai compris que si elle était partie, c'est qu'elle n'était certainement pas dans la félicité telle que moi je l'envisageais, ou que de toute façon, nos degrés d'évolution faisaient qu'il y avait une logique à ce qu'il y ait séparation, et que là encore, je l'avais toujours clamé avant, et je le clame d'autant mieux maintenant. Il n'y a pas d'accaparement de l'autre. Il n'y a surtout pas penser que l'autre vous a fait une vacherie en partant. Il y a que de toute façon, ça lui était insupportable de rester avec vous pour X ou Y raison. Posez-vous les questions, et pas trop, sur savoir si vous n'êtes pas responsable de ces X ou Y raisons. Ce qui est vrai, c'est que là, ça avait été 6 ans sans la moindre dispute, 6 ans en promiscuité totale, avec une sexualité débordante du soir au matin, des réalisations personnelles, professionnelles. Enfin, c'était inimaginable que l'on puisse avoir une sorte de prolongement de soi, une identification à travers l'autre, et ça s'est arrêté à cause de ce refus d'enfant. Tout du moins, c'était le prétexte officiel. Oublions ça. Alors, qu'elle revienne, c'est évident. Je trouve ça normal parce que ça m'a profondément marqué. Reste qu'aujourd'hui, je vis en dehors d'elle, et je vis pleinement mon existence, même si je n'ai jamais retrouvé une histoire équivalente, mais je n'en avais pas eu avant non plus. Heureusement que le Suprême ne se présente pas tous les matins, même s'il faut croire au Suprême parce qu'il va revenir. Et puis c'est quand même pas mal d'avoir eu au moins une belle histoire d'amour. Ah oui, puis là c'est au-delà de l'histoire d'amour, parce que moi, quand je raconte cette histoire, d'ailleurs, je m'en sers fortement pour mon prochain roman Divine Débauche, qui est terminé, qui sortira sans doute l'année prochaine. Et personne ne le croit parce que c'est trop inimaginable. Mais bon, oublions ça. Simplement, on en revient à la boule de cristal et on se dit ça c'est troublant parce que je ne peux pas le nier. Bon, alors tant mieux s'il y a des augures. Quand on vit l'expérience, je dis tant mieux. Aujourd'hui, je dis tant mieux ou tant pis. Il n'y a pas à se dire je suis dépendant d'un être. C'est formidable ce que nous avons vécu, mais je suis persuadé qu'il y a peut-être une autre femme qui un jour m'offrira cela, ou que cet amour inconditionnel dans cette frénésie que nous avons connue se manifestera d'une autre façon. Il faut toujours être ouvert pour le merveilleux. Et quand on vit dans un rétroviseur, on se bloque, et à ce moment-là, on reste dépendant de ce qui a été, en se disant c'était magique. Mais je pense que si la divinité vous a accordé un taux vibratoire exceptionnel, je vois pas pourquoi vous le retirerez. Donc, si vous restez dans une sorte de confiance absolue, un jour, vous rejaillirez encore plus intensément dans ces vibrations qui vous catapultent au-delà de notre simple registre terrestre. Bref, alors bon, c'était des éléments d'information, c'est pour revenir à ce que disait Jacques tout à l'heure, sur nous on n'était pas dans l'adhésion complète telle que Luce avait pu nous la vendre au téléphone, enfin me la vendre au départ avant que j'en informe Jacques, mais il y avait quand même des pièces à conviction pour dire c'est pas une sorte de folie qui est la sienne d'interprétation abusive. Alors pour nous, il y en avait de ces interprétations abusives, mais on était confronté à des formes de réalité qui étaient ces signes patents. Ça, c'est les deux qu'on a retenus. Ouais. Et toujours, donc, le C était bien patent, et puis ce 1957 ne disait toujours rien. Voilà. Et de là, elle dit, mais vous voyez, il y a quand même du noir sur la boule, faut aller voir un prêtre exorciste, je reviens à ma litanie précédente, à savoir, foutez-moi la paix avec ça, je vois pas pourquoi le mal pourrait vaincre toujours le bien, arrêtons, soyons... Parce que ça aussi, c'est formidable. On n'arrête pas de parler du bon Dieu, on n'arrête pas d'avoir des générations pénalisées par les églises, vivez à genoux, soyez là dans les jérémiades, etc., pour être dans la protection, et c'est toujours le mal qui gagne. Alors, attendez, il y a quand même quelque chose qui va pas. Eh bien, quand il y a des conneries, quand il y a des guerres, c'est toujours la faute du bon Dieu. Voilà, c'est facile. Alors arrêtons les forces du mal. Les forces du mal, elles sont en nous. C'est quand on ne veut pas croire à la vie que c'est une force du mal. Je pense que la première force du mal, c'est la fainéantise. C'est-à-dire que quand on est là, on se dit je ferais bien ça, mais j'ai pas le courage. C'est une force du mal puisqu'on se pénalise d'un moment savoureux. Ça vous est en doute arrivé. Vous avez une fille formidable. La première soir, vous le sautez dans les bras, vous allez faire 600 kilomètres, vous n'allez pas dormir de la nuit, et puis vous dites mais que la vie est une bénédiction. Le lendemain, elle vous rappelle, vous êtes un peu fatigué, c'est une semi-bénédiction, puis le 4e jour, on se verra après-demain. C'est-à-dire que vous passez à côté de cette sensation extrême qui vous était proposée. Et vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous ouvrir au bonheur. Et c'est au quotidien, ça on le voit, parce qu'il y a des choses que vous allez quérir, et qui, malheureusement, parce que vous n'avez pas cet élan primordial, vous vous en coupez. Alors, ce qui fait, moi, le matin, je me lève, je dis, ferme ta gueule, tu fais ta gym. Et je sens monter l'énergie. Et bien, tous les jours, à la limite, c'est 3 quarts d'heure de plus. Non.
Je ne dors pas 3 quarts d'heure de plus. Je fais ma gym et ça me vaut du bien. De la même façon, je vais courir le soir, ça me purifie l'esprit. Et bien de la même façon, je suis disponible pour faire l'amour. Alors, il faut constamment être là en veille par rapport à soi. Et si le diable nous met le grappin, c'est par cette fainéantise. Puisqu'en nous lestant, en étant là, en disant « mais dors encore un peu », il vous empêche de vivre. Et c'est là que vous entrez dans les frustrations. Et quand vous entrez dans les frustrations, vous aboutissez à quoi ? Une sorte de haine vis-à-vis de vous, mais comme vous voulez pas ne pas vraiment vous aimer, cette haine, vous la projetez sur les autres. Et puis après, vous allez, parce qu'on a été conçus pour le plaisir. Tout montre que nous sommes conçus pour le plaisir. Les religions, et la catholique en particulier, elles sont là en disant, non, pas de plaisir, soyez dans le dolorisme, souffrez. Mais que nenni! Ne souffrez pas! Jouissez, mais oui, et tout est là. Parce que dans tout ce que vous entreprenez de positif, il y a toujours la récompense. Alors c'est pour ça quand on dit tu sais pas ce que c'est que les petits plaisirs, mais les petits plaisirs ce sont des poisons. C'est ce que l'on peut prendre en substitutif. Substitutif, comme tu dis. Substitutif. Tu vois que tu y arrives. Pas facile. Hein. Non. Et ce sont des ersatz donc, mais avec des effets secondaires négatifs. Si vous prenez 3 verres de vin le lendemain matin, vous allez avoir mal à la tête. Vous prenez de la drogue, imaginez, soi-disant que ça fait éclater la tête. Moi, je veux bien, mais le lendemain, vous n'êtes pas bien, et vous êtes en dépendance, et vous allez de plus en plus être dans la destruction. Et les vrais plaisirs n'ont jamais d'effets secondaires négatifs. Vous avez fait l'amour toute la nuit dans des conditions inimaginables, même si je dois offusquer les oreilles prudes, eh bien, il n'en reste pas moins que le lendemain, vous êtes dans l'euphorie. Et dans l'énergie. Oui. Parce que l'euphorie conduit à l'énergie. À condition que l'énergie ait été réciproque aussi. Bien évidemment. C'est important. Non, mais c'est-à-dire que là, alors, est-ce que je peux offusquer jusqu'au bout? Allez-y, vous êtes sur une radio libre, Marc. Très bien. Alors, parlons de la grand-messe d'essence. Il y a ceux qui disent, par exemple, une partouze. Ah, mais c'est dégueulasse, etc. Alors, je dis que la partouze, c'est dégueulasse dans la mesure où on est dans l'échangisme. Je te donne ma femme, tu me donnes la tienne, et c'est une façon d'être dans la quête d'un autre sans avoir le risque de la séduction. Et puis, il y a l'être sacralisé, de savoir que nous, les hommes, nous n'avons pas la capacité à la jouissance immarcessible, à la jouissance permanente. C'est-à-dire que, une fois qu'on a connu l'extase, il nous faut un certain temps pour nous requinquer. La femme, elle est dans la frénésie. Dans une frénésie qui ne s'arrête jamais. Elle peut enchaîner les fracas. Il faut être dans l'amour, pas dans l'accaparement. Et offrir une femme, que cette femme... Alors n'oublions pas en plus que Jésus a été entouré de prostituées. Il les a vénérées. Oublions le terme prostituée parce que là, il y a un sentiment d'argent. Enfin, un paramètre qui est nauséeux puisqu'il faut acheter. Mais en revanche, être dans l'offrande d'essence, il n'y a pas plus belle preuve d'amour. Et quand j'aime quelqu'un, cette personne ne m'appartient pas. Comment oser dire, avoir l'outrecuidance de penser, avoir la mégalomanie de dire, mais il n'y a que moi qui peux faire jouir cette personne-là. Mais quelle honte! Ça voudrait dire, mais je suis le bon Dieu, il n'y a que moi. Non! Un autre doit pouvoir être heureux sans moi, je peux l'aider à atteindre des dimensions cosmiques, mais je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis que l'aiguillon, et il faut admettre que d'autres puissent concourir à cela, ou sinon on entre dans les logiques extrêmement pénalisantes qui font que les femmes sont dans l'étouffoir depuis très longtemps, et de la même façon que la sexualité ne peut pas être ouverte, l'intelligence non plus. Je ne peux pas admettre qu'une femme rie avec un autre homme, je ne peux pas admettre qu'une femme jouisse d'une conversation extrêmement nourrissante pour elle, simplement parce qu'à ce moment-là, ces informations qui vont lui permettre d'être dans l'évolution seront venues d'un autre. Tu t'attaques au côté possessif là de l'homme. Possessif, oui, l'accaparement. C'est pire que ça, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement de l'autre. En revanche, si vous aimez une femme, cette femme elle a besoin de plaire, elle est un rayonnement, elle est une lumière. Et si des hommes viennent autour d'elle, tels des lucioles, que l'on est dans une sorte de grande sarabande d'essence, dans une noblesse de l'esprit, eh bien, on peut être dans un fracas communautaire, et ce fracas communautaire est esprit du Dieu. Est divinité, j'en suis persuadé. Et cet homme qui est avec une femme que les autres il est le prêtre. Que les autres hommes regardent ou prennent même. Ce qui compte, c'est qu'il y en a un qui est le grand prêtre. Il comprend que cette femme, à un moment donné, elle est la voie d'amour. Non, mais pour prolonger votre questionnement, et ce que vous venez de dire, simplement, l'homme qui vit avec une telle femme devrait plutôt se sentir privilégié. Les hommes regardent, mais ma chérie, j'ai de la chance d'être, parce que tu es avec moi. Et puis la preuve d'amour plus intime,
quand on passe de la radiation amoureuse généralisée avec le groupe, la preuve d'amour intime, c'est que cette femme a envie de se propulser dans vos bras. Et là, ce qui était inimaginable, c'est que vous êtes dans une telle griserie, une telle euphorie, que vous avez envie de distribuer des lingots d'or à tout le monde. Il n'y a plus la moindre infection de jalousie, de petitesse. Vous êtes dans ce bonheur absolu, et il vous paraît incongru que d'autres ne puissent pas en profiter. Refermons la parenthèse, mais je suis agréablement surpris d'entendre Marc Menant parler comme ça. Bon, agréablement. Ah, il l'a dit, dans ce livre J'ai vécu le surnaturel, il se dévoile, il a pas de pudeur, on le découvre vraiment au fond de lui-même, tel qu'il est. Mais Jacques, entre l'écrire et puis le dire, c'est encore plus fort. Peut-être, oui. Voilà, oui, mais je crois qu'il faut être sincère. Je crois que on grandit dans la vie quand on est dans la capacité du verbe, sans aucun interdit, sans aucune tricherie, sans le moindre phare. Comment oser dire j'aime, comment se dire je peux être aimé, si je ne suis pas dans ma réalité, sans aucun voile. Et c'est là où on en revient à cette notion d'impudeur qui me paraît essentielle. Ouais. Alors le Père Michel, après Luce Grimaud. Alors donc le Père Michel, alors bon, on finit par dire, je regarde Jacques, on est quand même journaliste. On se dit, il y a là une expérience qui était totalement imprévue. On est descendu à Toulouse. Vivons un exorcisme, puisqu'on nous y encourage. Alors, on appelle le Père Michel, enfin c'est lui qui l'appelle. Voilà. Et on fait 180 km de voiture, puisque c'était 180 km de Toulouse. Mais à mon rythme, on gagne du temps. Parce que j'avoue que j'ai le pied lourd. Voilà, comme Marc a conduit, il a piloté 24 heures du Mans, je m'accrochais moi vraiment à la voiture. Ceinture serrée et pieds collés au sol. Mais sans avoir peur. Non, mais ça roulait vite et bien. Voilà, non, mais là aussi, c'est une autre hérésie du temps. Dans la normalité d'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de déculpabiliser les uns et les autres, de leur dire la conduite n'est pas dangereuse, seuls ceux qui conduisent vite peuvent représenter une charge destructrice pour vous. Eh bien, dorénavant, vous pouvez vous comporter n'importe comment, ne pas savoir comment tenir un volant, penser à ceci, écouter la musique à fond, ne pas être dans une responsabilité de votre geste, ne pas savoir exactement ce qu'est votre présent, parce que là encore, il faut toujours s'immerger dans l'instant, le vivre, mais les gens sont au volant, en étant ailleurs, et sans avoir le minimum de technicité, ayant pris des médicaments, ayant bu un peu, enfin, tous les paramètres qui font qu'il y a des accidents, mais on dit, non, tout cela n'existe pas, c'est la vitesse qui tue. Et si on regarde les statistiques, il y a très peu d'accidents à grande vitesse, et les accidents qui ont lieu à grande vitesse sont souvent causés par des personnes, quand je dis souvent, c'est pratiquement tout le temps, causés par des personnes qui étaient sous effet de drogue ou sous effet d'alcool. Donc la vitesse en tant que telle, à mon sens, ne tue pas. On a vu des grands pilotes être victimes, comme Jackie X, qui venait de courir les 24 heures du Mans, qui roulait très vite, et une voiture a grillé un stop devant lui, et bien parce qu'il avait la maîtrise, parce que c'était un être extrêmement sain de corps et d'esprit, il y a eu l'accident, mais il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de tué, parce qu'il a su comment attaquer dans la situation de désespoir qui lui était proposée par cette faute assassine de la personne se trouvant au volant et ayant le stop devant elle. Il a réussi à placer sa voiture dans un angle d'attaque et d'avoir les bons gestes qui ont épargné les vies de ceux qui se trouvaient dans les deux véhicules. On a ouvert un autre tiroir qu'on va refermer, mais quand même, tous ces médicaments, on sait que les Français en particulier sont les plus gros consommateurs de neuroleptiques, de tranquillisants, etc. Les labos, pour une fois, marquent bien, attention au risque de somnolence, et il y a des milliers de personnes qui conduisent. Voilà. Là aussi, il y a quelque chose d'abrutissant. Oui, mais d'autant plus abrutissant et abruti que la politique officielle, c'est de dire c'est celui qui roule vite qui est coupable. Alors moi je prends mes petits médicaments, pourquoi que si je prends mes petits médicaments c'est l'autre qui est con et qui est un assassin. Vous voyez, toujours, c'est cet abaissement des autres en retirant à chacun sa part d'authenticité et de vie qui fait que chaque seconde dans notre existence, nous devrions savoir ce que nos comportements peuvent induire de nuisances chez l'autre. Alors plutôt que de fabriquer des éthylomètres, on pourrait éventuellement fabriquer, je sais pas de quelle façon on la prise de conscience déjà. Oui, la prise de conscience. Faire que chacun non plus, en l'abrutissant
Là encore, 3 personnes sur 4 prennent le volant, on va clore là-dessus, mais prennent le volant en ayant peur. Or, que fait-on comme politique pour soi-disant sensibiliser les gens au danger de la route? C'est de leur montrer des voitures qui se fracassent, etc. Alors ils ont de plus en plus peur. Comment peut-on, en état de peur, être capable d'avoir les bons gestes? Dans la peur, vous ne pouvez que réagir de façon inconsidérée. Et donc d'avoir l'accident en conclusion. Vous savez bien, vous êtes journaliste, mais vous le savez bien, peut-être que vous ne le dites pas sur Europe 1, mais ici on le dit aussi, nous sommes manipulés. Et la peur qu'on nous envoie par tous les moyens possibles imaginables ne viennent que nous desservir. Pour ça, arrêtons d'avoir peur, arrêtons aussi d'être manipulés. C'est pour ça que nous sommes plus des citoyens, mais des consommateurs. Nous sommes des consommateurs, on nous demande de consommer. Que ce soit de droite ou de gauche, la politique générale admise mondialement, c'est consommer. Tant pis, on veut même pas savoir s'il y a des déchets, on ne saura pas les recycler, etc. Enfin, toutes les... Non, consommons, allez-y. On est dans l'aberration la plus totale. C'est l'hérésie, c'est la négation, oui, de tout ce que nous devrions attendre de la vie et des splendeurs de l'existence. Mais là aussi, si on dit aux gens, le bonheur est en vous, Dieu est en vous, rayonnez, vous allez le trouver, on déstabilise l'ensemble de la planète dans ce factice qu'elle s'est créé et qui permettent aux uns aux autres, mais là encore, non pas d'être heureux, mais de se donner l'illusion d'une parade éventuellement valorisante. Alors je deviens académicien, j'ai des palmes, je deviens prix Goncourt, je deviens PDG, je deviens chanteur connu, mais au nom de quoi? On s'en fout, ça n'a aucune valeur. Aujourd'hui, être prix Goncourt, c'est de la merde, faut quand même dire ce qu'il y a. Il n'y a pas de patte, il n'y a pas de recherche, mais on a fait un produit. Aujourd'hui, Brel Brassens n'existerait plus. Donc, dans tout ce qui nous est proposé, nous ne pouvons pas avoir ces radiations subtiles qui font que soudain on est fier et heureux d'être humain. Non, on est dans une sorte de fuite qui nous détruit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu est en fuite en quelque sorte. Parce que en nous, on l'a placé de telle sorte qu'on a oublié qu'il y avait cette lumière qui nous appelle à l'excellence de vie. Et cette part divine que nous avons tous en nous et qu'on essaye à tout prix de nous empêcher d'y croire. On l'étouffe. Et alors, c'est pour ça que quand on en revient à Luce Grimaud, qu'elle dit on vous veut du mal, c'est une autre façon de récupérer ça. Alors vous voyez, il y a d'un côté les matérialistes, avec cette société qui est là, qui vous pompe, qui vous vampirise, et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui disent entrons dans la spiritualité, et c'est de la spiritualité de pacotille, et là c'est on vous veut du mal. Toujours la déresponsabilisation. Dans un côté, vous êtes consommateur, vous êtes déresponsabilisé, et de l'autre côté, il vous arrive du mal, c'est de votre faute. Or, s'il y avait de la noirceur sur ma boule de cristal, ce qui était incontestable, peut-être que tout simplement, j'étais dans du vague à l'âme, que je n'étais pas dans mon meilleur rayonnement, et c'était ça qui était perçu et qui était projeté sur la boule. Alors donc, on accepte d'aller rencontrer le Père Michel, et tout de suite, j'ai l'honnêteté devant mon camarade Jacques de lui dire, moi je ne crois pas en tout ça. Et de là. Mais tu acceptes l'expérience, donc, et on y va. On y va. Et là, on est surpris déjà en arrivant sur le site, tu te souviens? Ah bah oui, déjà parce que il y a une petite maison, et quand on entre, on pourrait penser que c'est une sorte de boutique, de boutique où l'on ne vendrait que de l'art religieux. Voilà, de l'art religieux. Il y a des saints, il y a la Vierge, il y a Jésus, il y a des tableaux. Enfin, tout est là. Beaucoup de croix, ils collectionnent les croix, les bagues d'évêques. Bon, puis il y a une petite bonne femme, toute sympa, qui arrive, c'est Madame le prêtre. Et puis les gamins. Un petit gamin formidable de gentillesse, lumineux dans son regard, et une toute petite fille, elle a quoi, 3-4 ans, la gamine? 3-4 ans, la petite, oui. Et le petit garçon, il a 9-10 ans. Et alors on parle, parce qu'ils nous reçoivent de cette façon généreuse, une véritable hospitalité, et les enfants participent. Alors en plus des journalistes qui viennent là dans leur trou perdu, ça les fascine, et le gamin nous confie, oui, on peut, j'allais dire. Confie parce qu'on avait du confidois, non. Non. Je voulais dire confesse, mais peut-on dire confesse alors qu'il y a son père à côté? Oui. Double père, en quelque sorte. Allez, il nous révèle. Voilà. Il nous révèle quelque chose de très important. Et il dit voilà, moi à l'école, je dis que mon papa, il travaille pas, que c'est ma maman qui travaille, parce que quand on demande de quelle profession fait ton père, il n'ose pas répondre prêtre. Prêtre. Voilà, et prêtre qui chasse les esprits. Et alors après, le Père Michel nous raconte comment, dans certaines situations, puisque lui il est persuadé qu'il y a des situations, enfin des cas d'envoûtement, que l'esprit, par une sorte d'effet boomerang, vient rejaillir sur sa progéniture. Choc en retour. Choc en retour, voilà. Ouais. Et comment les gamins se retrouvent là. Alors
alors je vois pas pourquoi on ne croirait pas en ce que nous confie Pierre Michel, mais si on n'en a pas été témoin, le gamin, tel dans l'exorcisme, le film, n'a plus une attitude normale, il est soit dans une torpeur, soit des sortes de crises d'hystérie, et le papa intervient le plus rapidement possible pour redonner un état de purification mentale à sa petite fille ou à son petit garçon. Ça touche déjà, ça bouleverse. Et puis de l'autre côté de ce pavillon, alors il y a une sorte de jardin, qui est en même temps parking, on a garé notre voiture, et là il y a un hangar, qui pourrait être le hangar du jardinier, avec un capharnaüm étonnant d'objets les plus hétéroclites, et puis une porte. Alors on ouvre la porte, et là c'est le bureau du curé, avec le Christ qui préside. Il nous fait entrer, il n'y a pas trop de place. Jacques est même obligé de rester debout. Alors pour pouvoir filmer, je ne pouvais même pas m'asseoir, parce que la place était limitée dans son tout petit bureau. Oui. Alors là, il prend un pendule et dit, je vais d'abord voir si vous êtes bien. Oui, apparemment, il y a des forces du mal sur vous. Alors là encore, moi je dis pourquoi pas. Mais c'est là où il faut une interprétation. Force du mal, peut-être que moi, je ne suis pas au moment où nous faisons face dans une situation de rayonnement. Peut-être que j'ai une mélancolie, peut-être que j'ai des turpitudes qui font que je suis pas dans l'allégresse qu'il m'arrive de connaître de temps à autre, et que c'est ça qu'il perçoit au pendule, mais que comme lui, il est dans la croyance du maléfice, il interprète ça comme étant quelqu'un qui cherche à me nuire. Toujours est-il qu'il décide de pratiquer une messe d'exorcisme, et là, il y a une autre porte, et on va entrer dans une chapelle lilliputienne. La plus petite de France, probablement. Hein. Ah ouais. Alors là, Jacques, il est carrément plaqué contre, contre le mur. Elle fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large, à peu près, quoi. Vous voyez, 8 mètres carrés. Avec un autel à droite en entrant, en face une table avec un portrait du Padre Pio et une petite boîte de verre avec à l'intérieur une de ses mitaines, véridique, réelle, paraît-il, une mitaine du Padre Pio. Est-ce que croit Là encore, je pense que cet homme est sincère. On lui a offert cette mitaine, on lui a dit... Une des infirmières qui a aidé le Padre Pio sur les derniers mois de sa vie et qui aurait ramené une de ses mitaines. Donc voilà, et donc très peu de place. Et là, l'exorcisme commence, il va durer près de 58 minutes, suivi d'une messe de 30 minutes d'ailleurs. Donc là, tout commence, et Marc, là, tu t'assois face à lui. Oui, enfin, il y a les moments où on est debout, jamais à genoux. Non, assis, jamais à genoux. Debout ou assis. Et puis, les expressions à latin, il interpelle le diable. Et moi, j'essaie de me placer dans la situation, puisque, là encore, faut être honnête. Je dis, oublions mes réticences, je suis donc possédé. Il y a des comportements que j'ai qui sont inconscients et qui peut-être déplaisent au divin, et de telle sorte que ce divin ne me protège plus et que je serai victime, parce que comme on a tous des emmerdes et que les soucis qui sont les miens à tel ou tel moment aient été dus à cette fâcherie de l'indicible. Je dis pas Dieu volontairement, parce que Dieu, il y a une sorte de connotation religieuse, et je crois que la divinité mérite mieux que ça, que cette récupération. Je dis, entre autres, puisque j'ai écrit ce roman Divine débauche, qui est une apologie des sens, comment on peut être dans l'émerveillement alors que c'est l'une des fautes les plus impardonnables au nom de la religion. Alors dans ma tête, je dis, si Dieu, là je reviens quand même au terme, puisque je suis dans un rite chrétien, si Dieu, tu m'entends, eh bien dis-moi que je me suis trompé, dis-moi que il ne fallait surtout pas aller dans cette logique de l'écrit, etc., mais qu'il y ait une manifestation. Je ne dis pas en l'occurrence Dieu montre-toi pour que je croie en toi, je dis si je suis dans l'erreur, qu'il y ait le petit message qui me fasse comprendre que... Et vous voyez, c'est-à-dire que je me responsabilise, même si je me dis que je suis sous l'imprégnation d'une force qui cherche à me nuire, celle-ci, en réalité, c'est parce que je serais dans la fragilité, que j'aurais pas moi-même un comportement qui me mitridatiserait contre ces actions-là. Et et au contraire, moi, plus je suis dans cette cérémonie qui dure 58 minutes comme l'a chronométré Jacques, j'ai la sensation d'être dans un vrai rayonnement, d'être dans un état de confiance qui s'affermit, dans une sorte de bien-être. Il y a un état de recueillement. Et puis quand la cérémonie se termine, je fais part de ce qui s'est passé dans ma tête au Père Michel. Et il vous demande si vous vous sentez bien. Oui. Alors déjà, je lui dis que
quand ses mains se sont approchées de moi, j'ai ressenti une énorme chaleur, et il me dit mais non, c'est moi qui l'ai ressenti, ce qui n'arrive jamais, parce qu'en général, quand une personne est possédée, au contact, enfin non pas au contact, mais lorsque mes mains s'approchent, c'est le froid, il y a des tremblements, il y a des frissons, et moi j'ai senti quelque chose d'extrêmement dense et de positif qui émanait de vous. Je dis bon, moi aussi, c'était formidable. Alors je lui dis ce qui était dans ma tête, comment j'ai cherché à accréditer ces écrits très iconoclastes, et il me dit mais non, là aussi je peux vous confirmer que si ces écrits, puisque vous y avez pensé, étaient négatifs et qu'ils étaient rejetés par le divin, eh bien moi j'aurais eu des vibrations qui m'auraient mis mal à l'aise, alors que là au contraire je sentais quelque chose d'extrêmement intense et qui allait dans cette idée de félicité. Voilà. Vous avez une jolie phrase, ouais. Vous lui dites c'est parce que je suis un chaud lapin mon père. Ben oui, je lui dis voilà, moi je suis un libertin, on va pas tricher avec ça, je crois à cette façon d'être, et disons qu'il me donne l'absolution céleste, puisqu'il me dit sinon j'aurais ressenti autre chose. Donc oui, apparemment vous avez raison, et puis ne voyons peut-être pas la religion de façon aussi étriquée que cela. Alors on repart de là, on regagne... On refait les 180 km dans l'autre sens, vers Toulouse. Mais il était formé, donc il trouvait ça plutôt lent, Jacques Mandorla. Sous la pluie, sous l'orage. Sous la pluie, sous l'orage, des trompes d'eau. Vous retournez à Juz. Refaire le test de la boule de cristal, ouais. Donc la même procédure, disons, on va dire, le même protocole d'accord, pour voir si quelque chose s'était passé. Et là, l'accès théoriquement aux informations qui ne pouvaient pas se manifester puisqu'il y avait cette d'envoûtement qui bloquait tout, quoi. Et là, ce qui est quand même très étonnant, ça apparaît bien sûr sur les cassettes, c'est que les images sont beaucoup plus claires, alors que on était dans le gris foncé pour la première séquence. Sur le dôme supérieur. Sur le dôme supérieur. Donc l'image était clarifiée, alors qu'elle a tourné de la même façon, à la même hauteur, donc je pense pas qu'il y ait de manipulation là. J'ai bien vérifié et je la filmais, donc et donc là la conclusion. La conclusion là encore, oui, c'est vrai que le cristal est plus blanc sur cette demi-sphère supérieure. Mais en revenons à ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir l'idée de me retrouver en osmose avec ce Père Michel dans cette petite chapelle lilliputienne, pléonasme, carton jaune. Oui, chapelle lilliputienne ou petite chapelle. Voilà. Il faut que tu choisisses là maintenant. Évitez de prononcer carton jaune, parce que carton c'est mon nom. Les Anglais ont fait plus fort. Vous avez peut-être vu aux actualités dernièrement, les Anglais ont construit une petite chapelle, une petite église gonflable, que l'on peut transporter on va suggérer au Père Michel, alors. Voilà. Il pourra exporter les envoûtements comme ça, enfin les désenvoûtements. Alors, vous retrouvez Luce Grimaud. Oui, alors donc, je dis ce qui s'est passé dans cette chapelle, c'est que dans cette atmosphère extrêmement sereine, avec ces intentions positives du prêtre, ce silence, cette campagne, parce que c'est au-dessus du village, il y a beaucoup de bois autour, et déjà ça vous met en communion avec la nature. Donc il y a un apaisement de mon moi profond. Imaginons que j'ai eu des tracas qui aient concouru à la noirceur initiale. Quand je reviens 2 heures après devant la boule de cristal, je suis toujours sous ces rayonnements de la manifestation religieuse que nous avons vécue, d'où l'explication d'un cristal qui devient plus blanc. Et pour Luce Grimaud, c'est regardez, l'effet a joué, vous n'êtes plus envoûté. Malheureusement, il n'y a aucune information qui ressort. Et là, elle est confrontée à une lacune de son système, et elle dit, en réalité, vous êtes à la fois désenvoûté, mais il faudrait recommencer la séance, vous voyez, c'était vraiment trop terrible ce qu'on vous faisait. Alors que le Père Michel de lui-même a dit, non, mais votre cas, c'est vrai, n'était pas un cas désespéré, c'était pas un cas très marqué, la preuve, j'ai pas ressenti des choses épouvantables, alors que moi je suis une sorte d'antenne, de récepteur, et que j'en aurais témoigné, je vous l'aurais dit. Alors vous voyez, là il y a déjà une discordance entre les deux. Et puis avec Jacques, on va pas retourner faire 180 km, c'est amusant le rallye, mais à ce point-là, il faut qu'on s'engage au prochain rallye de Monte-Carlo. Oui. Et on rentre sur Paris. Voilà. Et puis au revoir Jacques, au revoir Marc, on se rappelle. On se rappelle pour la prochaine expérience, l'une des autres 13 expériences, et puis tout à coup. Voilà, et je rentre chez moi, et il y a un message. C'est une voix de femme, et qui me dit voilà, Guy est mort. Et Guy Slacmont, c'est un personnage qui était médecin, qui était juif, et que j'avais rencontré il y a quelques années, au moment où j'étais dans une situation extrêmement douloureuse. D'abord professionnellement, ça n'allait pas très bien. Cette femme vénérée était partie, et puis mon père enchaînait 3 cancers, donc c'était
Ah oui, là on aurait pu se croire victime d'un maléfice. Or il n'y avait pas de maléfice dans tout ça, c'est les logiques de l'existence, je pense, et il faut surtout pas voir là encore une sorte de déresponsabilisation et accuser je ne sais trop quelle force de ne pas vous protéger. C'est une sorte d'orchestration qui vient là et qui n'a pas de source première. C'est la concordance qui est troublante, mais elle est logique par rapport à un certain état d'esprit. Bref. Et puis c'est l'accumulation de nombreuses années avec sans doute des imperfections, et ça foire à ce moment-là. Bref. Et ce personnage, Glissacmont, a été le premier qui cherchait à m'interroger sur des notions qui ne soient pas des notions très rationnelles, et donc une ouverture sur une spiritualité extrêmement dynamique et sur ces forces de l'étrange. Et c'était un homme d'une grande générosité, d'une curiosité insatiable, qui au lieu de trouver place dans la société, de s'installer, d'avoir son cabinet pignon sur le trottoir et avec les clients et gagner très bien sa vie, il a préféré courir le monde afin de rencontrer les peuples traditionnels, voir leur façon de se soigner et de voir s'il ne pouvait pas puiser là des éléments d'information, pas spécialement pour les appliquer aux autres, mais pour avoir une sorte d'information à communiquer et qui lui permettent de comprendre ce qui sont les forces vives de l'existence. Et alors on a passé des journées et des journées à parler de ça, mais vraiment des journées. C'est un homme très riche. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse dans le livre. Ah oui, parce que, oui. Alors là où il est, quelque part où il soit. Salut Guy. Salut Guy. Voilà. Donc le répondeur t'a annoncé une très mauvaise nouvelle alors. Oui. Enfin 6 mois avant, il m'avait dit, et là encore, c'est formidable parce que le jour où il a appris qu'il avait un cancer et que ce cancer se généralisait, il a pas dit bon Dieu de putain de merde, j'en veux. Non, il a dit c'est moi qui suis le coupable. C'est moi qui ai formé ce cancer. Il essayait de savoir quand, à son corps défendant, il s'était imposé cette tyrannie de la douleur. Et il dit si j'arrive à comprendre ce qui m'a conduit à cet état de destruction, j'aurais comme une sorte d'exorcisme, de purification, et à ce moment-là, je retrouverai la santé. Et le jour où il a compris ce qui était à l'origine de cela, il m'a dit maintenant c'est trop tard. Ce qui prouve aussi qu'il n'était plus tout à fait dans la croyance de la vie pour la vie, et il ne pouvait plus mobiliser ces forces qui, à mon sens, se trouvent en nous et qui sont génératrices et du bien-être et de la santé physique et morale, et qui peuvent concourir à de véritables miracles. Quand il dit « j'ai trouvé, mais c'est trop tard », c'est qu'il accepte l'idée de mort. Donc il était dans le décryptage de ce qui lui avait valu de vouloir s'autodétruire, et il acceptait cette autodestruction. Vous voyez, donc et c'est lui qui vient de mourir. Et donc 2 jours plus tard, je vais à son enterrement. Là, Jacques ne vient pas puisque Jacques ne le connaissait pas. Et au moment de déposer la petite pelletée symbolique de sable sur le cercueil qui vient d'être descendu en terre, je lève les yeux et je vois la date de naissance, 1957. 1957 était la date de naissance de Guy Slacmont. Et donc mon compère, ce personnage qui m'a marqué, puisque c'est lui qui m'a ouvert vraiment au spirituel, au-delà d'une recherche inconsciente que j'ai toujours eue, et c'était lui qui avait disparu, et la date était inscrite dans le cristal. Alors si on veut faire concorder, on peut se dire heureuse ou coïncidence pour une coïncidence. Oui, mais en fait c'est quand même une synchronicité. C'est une synchronicité et je la note, voilà. Quand vous parlez de Jacques Mandorla qui est à côté de vous, et vous parlez de Guy, j'ai eu, je ne sais pas si c'est un privilège, mais enfin cette douceur de vivre quelques années à côté de Jacques, d'un autre Jacques Brel, vous en parliez tout à l'heure, qui lui aussi, dans les derniers instants, a dit maintenant foutez-moi la paix. Je sais, j'ai compris. On ne peut plus rien. Si je veux, je peux, mais je ne veux plus. Voilà, c'est ça. C'était attendrissant et en même temps révoltant, mais cette acceptation de dire c'est moi qui ai provoqué. Oui, c'est ça. Ouais. Et ne pas rejeter sur qui que ce soit sa propre fin. Voilà, et là il y a une sorte d'automatisme de lutte, mais qui n'est qu'une forme d'agitation de carnaval, parce que Guy se prêtait à... Alors qu'il n'y croyait pas du tout à la médecine officielle, bien qu'étant médecin authentifié par l'Académie, il acceptait les traitements chimiothérapiques les plus lourds, ne cherchait plus du tout dans ces
autres façons d'envisager la matière avec la force de la spiritualité qui, à son sens, devait conduire à la guérison, il rejetait ça pour mieux mourir, en quelque sorte, avec une certaine souffrance. C'était terrible. Et moi, j'ai vécu ça avec mon père également, qui a enchaîné 3 cancers, qui pensait que les forces positives étaient celles qui nous gouvernaient, et qui me disait toujours bah oui, je suis certain qu'on peut faire quelque chose et ça ne fait rien parce que je vais crever. Il utilisait cette expression-là. Ce qui prouve que il était dans sa part consciente d'une sincérité totale en cherchant à comprendre comment il pourrait mobiliser les forces d'une guérison miraculeuse, et il avait l'intime conviction qu'il ne les trouverait pas. Ce livre, J'ai vécu le surnaturel, qui vient de sortir dans les bacs aux éditions numéro 1, c'est ça Marc Menant, avec la complicité de Jacques Mandorla. Le compagnonnage, on peut dire. Le compagnonnage, oui, c'est un beau mot, un très beau mot qu'on a un peu trop tendance à oublier. Vous parliez de luxure tout à l'heure, et en même temps, je pensais à volupté, qui est tellement beaucoup plus fort. Bien sûr. Moi, j'ai aimé le mot compagnonnage parce qu'effectivement, j'ai eu mon maître. Comme ça, je l'ai suivi, je l'ai filmé, je l'ai écouté, et ça a été plus d'1 an de travail, ces 13 expériences surnaturelles qui ont été passionnantes à mener et qui vont, je pense aussi, passionner les lecteurs parce que ils vont découvrir des choses que nous-mêmes on a découvertes. Non, mais sur le plan humain, moi je suis très individualiste parce que dans la création, je crois que oui, ça passe par un être, et sur le plan humain, c'était d'un grand enrichissement, parce que Jacques est une vraie douceur, Jacques est un être très ouvert, Jacques a été d'une disponibilité totale alors que je lui réservais une part relativement ingrate. Je rappelle, il a écrit de nombreux livres, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour exister, il s'est lancé dans cette expérience et il a accepté que la partie finale, qui était la partie rédactionnelle, que je me l'accapare, parce que il m'a dit mais c'est ton style, les gens faut qu'ils reconnaissent ton style, tandis que si c'est moi qui écris, on ne va pas reconnaître ton style. Parce qu'au départ, l'idée, elle était quand même que il participe de façon beaucoup plus active à l'écrit. Et quand je lui ai dit, bah oui, je pense que c'est comme ça, de lui-même, et alors c'est encore plus fou, parce que sur le contrat, je crois que c'était marqué un livre, Marc Menant, Jacques Mandorla. Sur la couverture, on avait traité comme ça. Et puis Jacques après m'a dit, mais c'est toi qui as pris l'écriture en tant que telle. Lui, il a filmé, il a sorti la matière première, alors qu'on est toujours dans les égos en boursouflure. Et Jacques a dit non, faut plus que ce soit Jacques Mandorla, Marc Menant, Jacques Mandorla, mais on aurait dû mettre le compagnonnage plutôt que la collaboration de Jacques Mandorla, parce que c'était vraiment cette noblesse d'âme qu'il a offerte. Et je dirais que tel Merckx, quand Merckx a gagné plusieurs Tours de France, il a eu des coéquipiers modèles comme Bruyère ou De Schoenmaker, qui en montagne donnaient le meilleur d'eux-mêmes pendant 2 ou 3 cols, et puis ils le mettaient en orbite, comme la fusée, et lui il était le satellite qui se propulsait sur les hauteurs pour gagner le Tour de France, et avec son style, avec son envolée, et eux faisaient abnégation de leur talent personnel. Eh bien Jacques a été dans cette conduite-là, et ça m'a beaucoup touché, parce que peut-être que mon ego, moi, il est plus gonflé que le sien, et que j'ai pas réussi encore à le percer, et j'avais besoin de ça. J'avais besoin, contrairement à ce que j'avais envisagé au départ, c'est vrai que j'avais besoin de me retrouver avec mes mots, avec ma façon de faire, même si je vais pas aussi loin que dans les romans, j'avais besoin de ça. Et que Jacques de lui-même et tous ses comportements, c'est d'une noblesse d'âme et d'une sincérité intellectuelle étonnante, et je pense qu'il n'y a pas 2 personnes que j'aurais rencontrées comme ça. Mais quand j'ai rencontré Jacques Mandorla, je peux vous dire qu'il y a eu une connexion immédiate, et j'ose employer ce mot, connexion immédiate. J'ai trouvé un homme intelligent, cultivé, fin, et en même temps dans l'humilité. Et ça, c'est rare. Et constant dans l'humeur, d'une disponibilité incroyable. Et disponible. C'est vrai, mais ce que je voudrais dire à Marc, c'est que l'image qu'il a donnée du côté sportif cycliste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pris plaisir à ouvrir la route, à éliminer, pas les adversaires parce qu'il n'y en avait pas, mais les problèmes, les difficultés, à élaguer la matière. Elle était tellement riche, cette matière, c'est des centaines d'heures de vidéos, des centaines d'heures de cassettes audio, donc une matière à faire 25 volumes, à synthétiser en un seul livre, et ensuite ouvrir la route à l'écriture de Marc. Et là, Marc est trop modeste pour en parler, mais il a déjà écrit 6 romans, et il a fini le 7e qui sortira l'an prochain. Donc il fallait absolument qu'il écrive avec son propre style, que moi j'apprécie, que j'admire, je me délecte de son écriture, et je suis sûr que les lecteurs seront passionnés comme moi par l'écriture de Steve.
Vous terminez ce livre, Marc Menant, en écrivant « J'ai donc envie de ravoyer dos à dos les sceptiques butés et les témoins ou porteurs de dons. Les premiers s'enferment dans une arrogance rationaliste qui pénalise la réflexion. Quant aux autres, la plupart d'entre eux ont la fâcheuse tendance à s'inscrire dans une croyance aveugle, empreinte d'une théomanie, de superstition, voire de fatalisme. Et puis un peu plus loin, c'est en conclusion, vous écrivez « Et puis, la science elle-même est confrontée à des extravagances irrationnelles qu'elle ne peut nier. Ainsi, la rotation de Vénus, inverse de celle de toutes les planètes du système solaire, viole la loi universelle de la gravitation. Soyons donc modestes avec les connaissances. Ayons la jubilation de la réflexion, sans jamais conclure à une quelconque vérité. Et si l'obscurantisme ne consistait pas tout simplement à s'enfermer dans des certitudes ? » Oui, j'aime beaucoup cette conclusion. Oui, j'aime bien. C'est bien, quand on l'entend comme ça, ça correspond à cela. Et il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est quand je dis Vénus tourne dans le sens contraire, ce qui est une provocation et l'anéantissement des lois de la gravitation. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure on a parlé de la femme amour, de la femme adulée, de la femme Vénus. Et nous, on a essayé de faire en sorte que la femme soit constamment dans la contrainte de l'homme, et alors on est les lois de la gravitation de l'univers, l'homme dans le masculin. Mais il se trouve que la nature nous le rappelle dans sa symbolique, c'est que Vénus tourne dans le sens contraire, et que Vénus donc n'est pas là pour être soumise, mais elle est là pour nous entraîner dans un autre monde. Depuis 98 que vous avez commencé vos émissions sur Europe 1, je vous écoute de temps à autre, pas toujours, et je vous écoute de temps à autre. Mais Jean-Claude est à l'antenne aussi. Donc... très souvent à l'antenne aussi. Oui. Mais en même temps, je sens quand vos émissions sont bien préparées, bien structurées, et puis de temps à autre, vous poussez des coups de gueule, vous n'êtes pas toujours d'accord. Ce qui m'importe, c'est pas de ne pas être d'accord, c'est de pousser les gens dans l'extrême de leur logique. Quand on vient avec une certitude, je respecte cette certitude, je respecte cette croyance. Mais en revanche, il me paraît indispensable pour être dans l'échange, dans l'enrichissement avec l'autre, de lui faire remarquer que tel ou tel endroit, dans la théorie qu'il expose, il y a une lacune. Et que cette lacune, on ne peut pas l'éluder comme ça, parce que sinon, c'est d'être béat, et c'est de tomber dans la profanation de l'esprit et de l'intelligence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dire, je fais attention à ce que vous vivez, faites attention à ce que je ressens, et soyons dans une construction, non pas dans une sorte de projection immédiate qui n'est qu'une sorte de blasphème à celui qui est le grand créateur et qui peut-être a créé les choses de telle sorte que nous n'en pénétrions jamais les arcanes. Mais en revanche, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que la grande joie de l'esprit, c'est d'être dans la réflexion. Jubilons, 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 et tant pis si on se gourre. Ce qui compte, c'est qu'au moment où on fait prospérer l'esprit, on est dans le filon de cette création, et si Dieu est un grand artiste, il a fait en sorte que nous puissions, tout à chacun, à son image, avoir nous aussi notre capacité à être autre chose que des pions, des fourmis, et à extrapoler à travers l'art quel qu'il soit. Alors, soyons dans cette jubilation-là. Il faut aussi souligner qu'un des livres de Jacques Mandorla a été préfacé par le professeur Rémi Chauvin, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. L'ABC de la radiesthésie, voilà, oui. Et qui a écrit Le Retour des magiciens. Parce que je pense que Marc Menant a dû recevoir Robert Arnault, qui a écrit un fabuleux livre. Oui, je l'ai reçu en début d'année, qui a écrit un très beau livre sur ses expériences La nuit des magiciens, et c'est très troublant. Et alors, pourquoi c'est un très beau livre? Parce que là, il rapporte des faits qui sont troublants, qui pourraient permettre de conclure à une sorte que ce soit même une oraison de la sorcellerie, et de conclure que cette sorcellerie, elle est là dans toute puissance, et qu'on n'a pas le droit Eh bien non. Il dit, dans un contexte donné, à un point donné, il y avait efficience des phénomènes. Et pour autant, quand je suis à Paris dans un autre monde, je ne sais pas ce que je peux en dire. Je peux simplement conclure, je l'ai vécu. J'aime bien ces trois mots, ici et maintenant, ça vous évoque quoi? Ici et maintenant, qui est le nom de cette radio depuis 23 ans. C'est ce que nous devrions vivre. C'est-à-dire que nous sommes toujours soit à la charge du passé, comme un boulet, on s'y réfugie, c'est sécurisant. Même si ce n'était pas bien, on finit par l'auréoler, parce qu'on se dit, c'était une caverne, et puis on y avait des points de repère. Ah, hier, c'était merveilleux. Ou alors, c'est la fuite. Demain! Je vais oser demain. Les vœux, cette année sera la belle année. Au début de l'année scolaire, l'enfant, je serai premier. Et puis, mais on n'est jamais dans l'instant.
ici et maintenant, c'est un appel au présent, c'est un appel à l'engagement, c'est un appel au militantisme de l'existence. Foutons-nous d'hier, foutons-nous de demain, soyons. Marc Menant, quelle heure est-il ? Bon, je sais pas, il est l'heure. Pour le moment, ce qui compte, c'est d'être ensemble. La foi n'a pas de repère d'heure. On est dans l'instant, on est ici et maintenant. C'est pour ça que quand je faisais le nigo pour dire, non, il n'y a pas d'heure, on est dans l'instant. Ce qui compte, c'est que, et ça c'est le miracle de la technologie, nous là, on a essayé tous les trois de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être dans la sincérité. Et c'est ça qu'arrive actuellement à ceux qui nous font l'amitié de nous accorder leur oreille. Ils se foutent que ce soit hier, que ce soit demain. Eux, ils vivent l'instant. Donc, on est en dehors de cette temporalité avec des repères qui ne signifient rien. D'abord, le temps en lui-même, non seulement il est relatif, ça Einstein l'a démontré, mais il n'existe pas dans la mesure où c'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil, mais par rapport à tout ce qui est en orbite dans l'univers, le temps ne peut pas avoir de repères. Donc soyons, vivons, et c'est au moment où l'on reçoit les choses que l'on bénéficie de la vibration. J'espère que c'était une belle vibration pour ceux qui sont avec nous, parce que dans cette offrande de nous-mêmes, que ce soit avant-hier, demain, après-demain, aucune importance. Je vous remercie d'être venu, Marc Menant. Merci à vous, Jean-Claude. Donc ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Moi je dirais, j'entreprends quand je veux. Merci Marc Menant, merci Jacques Mandorla. De toute façon, nous allons être ensemble toute la nuit.